Aujourd'hui, nous commençons notre histoire au Salvador, puis nous irons aux États-Unis. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons pour la seconde moitié du XXe siècle. Reina Marroquín était née au Salvador en 1941. Ce pays est le plus petit d'Amérique centrale et pendant que Reina grandissait, il a connu des périodes d'instabilité politique et économique. Cela signifiait que beaucoup de gens quittèrent le pays pour trouver de meilleures opportunités ailleurs. Reina, cependant, était heureuse au Salvador. Elle était très proche de sa mère et était mariée, mais en 1966, elle a découvert que son mari avait une maîtresse qui était enceinte de son enfant. Alors elle a décidé de quitter sa patrie et est partie aux États-Unis. Elle est arrivée à New York et a trouvé du travail comme nourrice, mais elle n'est pas restée très longtemps dans ce travail et elle est partie. Elle a emménagé à la résidence Jeanne d'Arc pour femmes célibataires à Manhattan et a suivi une formation en mode. Elle a également suivi des cours d'anglais qui étaient dispensés par une autre jeune femme du Salvador nommée Cathy Andrade. Elle s'entendait très bien et Cathy a aidé sa nouvelle amie à trouver un emploi dans l'usine de plastique Melrose où elle fabriquait des fleurs synthétiques. La vie s'améliorait pour Reina, maintenant aux États-Unis. Elle avait un emploi et étudiait l'anglais. Elle avait aussi un petit ami. Sa relation avec le nouvel homme dans sa vie n'était cependant pas simple, car il était marié et avait une famille. Mais Reina semblait très heureuse et elle a dit à son amie Cathy que son petit ami la voyait dès qu'il le pouvait et qu'ensemble ils allaient au cinéma, sortaient dîner ou parfois faisaient de longues promenades dans le parc. Mais Reina ne voulait pas dire à son amie le nom de cet homme mystérieux et ne lui permettait pas de le rencontrer. Reina était convaincue qu'il allait quitter sa femme et l'épouser, mais lorsqu'elle était tombée enceinte, au lieu de s'installer avec elle, il l'a installée dans un petit appartement. Cathy et Reina ont continué à se parler. À ce moment-là, Reina était enceinte de presque 9 mois et le père de son enfant à naître n'avait pas tenu sa promesse de quitter sa femme. Reina était de plus en plus frustrée par la situation dans laquelle elle se trouvait. Alors, pour essayer de forcer la situation, elle a appelé la maison de son petit ami et a dit à sa femme qu'elle était enceinte de l'enfant de son mari. Lorsque la femme du petit ami de Reina a parlé à son mari de l'appel, il est devenu furieux. On ne sait pas s'il avait jamais eu l'intention de quitter sa femme, mais il a appelé Reina et lui a dit qu'il allait la tuer. Inquiète et bouleversée, Reina a appelé Cathy et lui a dit qu'elle avait fait quelque chose de très stupide. Cathy était inquiète pour son amie, car elle avait semblé très émotive et bouleversée au téléphone. Alors Cathy s'est rendue chez Reina dans son petit appartement, mais quand elle est arrivée, Reina n'était pas là. Elle a attendu son amie, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Quelque chose ne semblait pas normal, alors très inquiète pour la sécurité de Reina, elle a signalé sa disparition à la police. La police, cependant, semblait totalement indifférente. La jeune femme vient du Salvador, lui ont-ils dit. Elle est probablement rentrée chez elle, mais au fil des semaines, Cathy n'a pas eu de nouvelles de son amie, et à plus de 3000 km de là, au Salvador, la mère de Reina avait remarqué qu'elle ne recevait plus de lettres de sa fille. Reina Marroquín avait disparu. Les années ont passé. Les décennies se sont succédées, les années 70, 80, 90, sans que personne n'ait eu de nouvelles de Reina. La vie a continué pour sa famille au Salvador et Cathy a continué à vivre à New York, se demandant souvent ce qui était arrivé à l'amie qu'elle avait rencontrée jeune femme à la fin des années 60. Puis, le 2 septembre 1999, dans une maison à Jericho, New York, un homme nommé Ronald Cohen nettoyait le sous-sol de la maison qu'il avait vendue avant que le nouveau propriétaire n'emménage. L'ancien propriétaire avait laissé un fût en acier de 55 gallons dans le vide sanitaire du sous-sol. Ronald n'y avait jamais prêté attention. Il savait qu'il était là, mais maintenant il devait le déplacer et il était très lourd. Il a réussi à le faire rouler dehors et il l'a mis avec le reste de ses ordures en pensant que le camion à ordures viendrait le ramasser. Mais il n'a pas eu de chance. Les éboueurs ont pris toutes les ordures mais ont laissé le fût. Ils ont laissé un mot dessus indiquant qu'il était trop lourd pour qu'ils puissent le charger et qu'il pouvait contenir des produits chimiques qu'ils n'étaient pas autorisés à prendre.
donc le fût de 55 gallons, est resté sur le trottoir. Il n'était pas sorti du sous-sol depuis des années, et là, il se tenait debout devant sa maison. Il a décidé que la meilleure chose à faire serait de l'ouvrir et d'en retirer le contenu pour qu'il ne soit pas trop lourd à ramasser pour les éboueurs la prochaine fois qu'il passerait pan devant sa maison. Il est allé chercher un tournevis et a commencé à ouvrir le fût. Il a soulevé le couvercle et a été submergé par une odeur terrible, mais sa curiosité l'obligeait à découvrir ce qu'il y avait dans le fût, alors il a continué à soulever le couvercle. Le fût contenait des granulés plastiques. Lorsque le couvercle a été davantage retiré, Ronald a été horrifié de voir une main desséchée et une chaussure de femme. Il a appelé le 911 et la police est rapidement arrivée. Ils ont transporté le fût au bureau du médecin légiste du comté de Nassau pour un examen médico-légal. L'examen a révélé qu'à l'intérieur du fût se trouvait le corps momifié intact d'une femme. Jeune femme aux cheveux foncés, décédée d'un traumatisme contondant. Elle avait également subi des soins dentaires que la police pensait avoir probablement été réalisés en Amérique latine. Le corps portait des vêtements des années 1960. Les pathologistes ont fait passer une radiographie au corps et ont été choqués de découvrir que la femme dans le tonneau était enceinte de presque 9 mois au moment de sa mort. Parmi les autres objets trouvés dans le tonneau figuraient un sac à main, une trousse de maquillage, un carnet d'adresses, un portefeuille et une tige de fleurs en plastique avec des feuilles. Il y avait un liquide vert au fond. Il y a aussi 2 bagues et un médaillon avec l'inscription « Pour Patrice, avec amour, oncle Phil, quand tantôt von agent ». Le détective Brian Parpan a été chargé de l'affaire et il était impatient de découvrir l'identité du défunt. La police pensait que le carnet d'adresses pro-tempétré pourrait être leur meilleur moyen de trouver quelqu'un qui aurait pu connaître l'identité du corps, mais les pages étaient illisibles après avoir trempé pendant des années dans le liquide vert. L'équipe médico-légale les a placés dans une armoire de séchage pour éliminer l'humidité et petit à petit, les pages ont commencé à révéler les noms, adresses et numéros de téléphone de personnes qui auraient pu connaître le défunt. Cependant, toutes les personnes qu'ils ont essayé de contacter avaient déménagé et la police n'avait toujours pas de nom pour la femme dans le tonneau. Ils se sont ensuite penchés sur les anciens propriétaires de la maison à Jéricho et, en même temps, ont enquêté sur le tonneau lui-même. Ils ont découvert qu'il avait été fabriqué en 1965 et utilisé pour transporter de la teinture. Une entreprise chimique a confirmé que le liquide vert était en fait une teinture halogénée utilisée dans la fabrication de fleurs et d'arbres en plastique. Ils ont ajouté que la teinture n'était plus fabriquée. Après 1971, à présent une chronologie commençait à se dessiner. Il a également été confirmé que les granulés trouvés dans le fût étaient utilisés dans la fabrication de feuilles et de fleurs en plastique. Les marques sur le fût suggéraient qu'il avait été envoyé à une entreprise appelée Melrose Plastics, qui était une société de fleurs synthétiques à New York. Mais l'entreprise n'était plus en activité. De façon significative, cependant, elle avait été en partie détenue par un homme nommé Howard B. Elkins, qui, entre 1957 et 1971, avait également possédé la maison où le fût avait été trouvé. La police a interrogé des voisins qui se rappelaient M. Elkins et sa famille. Aucun d'entre eux n'a mentionné de femme latino, mais à mesure que l'histoire commençait à être rapportée, un appelant anonyme a téléphoné au département de police du comté de Nassau et les a informés que dans les années 1960, M. Elkins avait été très proche d'une femme latino qui travaillait dans son usine. L'appelant a également indiqué que l'usine utilisait le type de fût décrit dans les journaux pour transporter de la teinture. Le détective Brian Parpan était convaincu que Howard Elkins était responsable du meurtre de Rainer Maroquin. Le service de police l'a retrouvé à Boca Raton, en Floride, et, accompagné d'un collègue, le détective Parpan s'est envolé pour la Floride et a rendu visite à M. Elkins. Cependant, ils ont trouvé M. Elkins très peu coopératif. Il a bien confirmé à la police qu'il avait eu une liaison avec une femme latino dans les années 1960, mais il a dit qu'il ne se souvenait ni de son nom ni de son apparence. Le détective lui a demandé de fournir un échantillon d'acide désoxyribonucléique afin qu'il puisse l'exclure comme étant le père de l'enfant et ainsi l'écarter de leur enquête, mais M. Elkins a refusé de coopérer.
Le détective Parpan a dit à M. Elkins qu'ils allaient en partir pour demander une ordonnance du tribunal, puis qu'ils reviendraient pour l'échantillon d'acide désoxyribonucléique. Howard Elkins avait maintenant 70 ans, et avant que la police ne puisse revenir, il a acheté un fusil de chasse et des munitions, puis il est allé dans le garage de son voisin et s'est tiré une balle. Il a été retrouvé plus tard par son fils et un policier. La police a effectué le test acide désoxyribonucléique et les résultats ont montré qu'il était certain à 99,93% que Howard B. Elkins était le père de l'enfant à naître de Raina Marocain. La police avait découvert l'auteur du crime, mais elle ne connaissait toujours pas l'identité de la femme dans le fût. Puis ils ont eu une avancée décisive, car l'un des numéros révélés dans le carnet d'adresse a été décroché par une femme nommée Cathy Andrade. Fait remarquable, elle vivait toujours à la même adresse. Cathy s'était toujours demandé ce qui était arrivé à son amie et a pu donner à la police des informations cruciales sur les semaines et les jours précédant la disparition de Rainer. Elle a dit au policier que son ami lui avait confié que le père de l'enfant était un homme marié avec 3 enfants. L'inspecteur Parpan a émis l'hypothèse que, cette nuit-là en 1969, M. Elkins avait donné rendez-vous à Rainer à l'usine et, dans un accès de colère, l'avait attaqué et tué. Il a ensuite transporté le corps chez lui à Jéricho et l'a scellé dans le fût qu'il avait alourdi avec des granulés en plastique. Le détective pensait que la deuxième étape du plan de M. Elkins était d'emmener le fût sur son bateau et de le jeter à la mer, mais il n'avait pas pris en compte à quel point il serait lourd. Et à 160 kilos, il était trop lourd pour qu'il puisse le déplacer. À la place, il l'a roulé dans le vide sanitaire où il est resté intact pendant les 30 années suivantes. Avec le mystère désormais résolu, un journaliste de Newsday nommé Oscar Correll s'est envolé pour le Salvador et a retrouvé la mère de Raina dans la ville de San Martin. Elle avait maintenant 95 ans. Elle a raconté au journaliste qu'elle avait eu le cœur brisé depuis que les lettres de sa fille avaient cessé d'arriver. Et elle avait fait des rêves où Raina était dans un tonneau. Le corps de Raina Mariquin a été rapatrié au Salvador et enterré. Quelques mois plus tard, sa mère est décédée et a été enterrée à côté de sa fille. Bonjour à tous et merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos retours ou commentaires et je vous retrouve dans le prochain Briefcase.